Ça y est, ça fait 8 ans que FV existe, que j'ai créé ce premier projet le 21 mars 2017. On est là le 27 mars 2025. 8 ans, wesh. 8 ans que j'ai lancé mon projet, que j'ai arrêté les études, que je fais ça tous les jours. Vraiment que je fais ça tous les jours. J'ai des fois travaillé en freelance, des fois travaillé en intérim, mais c'était que pour une seule mission, apprendre et financer Forever Vacation, qui est un peu la mission, genre, c'est mon projet de vie si vous voulez. Et il s'en est passé beaucoup de choses. Je trouvais ça intéressant de revenir un peu sur la date anniversaire, ce qu'on a fait, et mes apprentissages depuis le tout dernier podcast, parce que j'ai sorti 2 podcasts qui étaient avec différentes personnes. On a fait avec Camino et avec Yams, qui a sa marque de chaussures. Mais j'en ai pas refait tout seul, où je parle un peu de mes projets. Surtout que depuis, on a recruté, on a eu des gros drops, des gros changements de situation. Et puis ma vie a vraiment changé en fait depuis le dernier podcast. En fait, je me suis trompé. Les 3 derniers podcasts, ce sont avec des personnes, Camino, Yams et Oulala, quand il a arrêté son projet. Et mon podcast dernier solo, c'était il y a 10 mois. C'est fou. Depuis, il s'en est passé des choses. On prend beaucoup de temps en ce moment, et même ces dernières années, vous l'avez remarqué, pour bosser pour Tern. Tern, c'est un projet un peu dans FV, une marque de vêtements. Et c'est vrai que si on retrace tout, il s'est passé WinRAR. Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous avez vu la collaboration qu'on a sortie. Mais en gros, Tern a sorti sa première collaboration avec une autre marque, WinRAR. Un logiciel si iconique. Pour ceux qui voient pas trop, qui sont pas trop dans cette culture un peu internet, c'est un logiciel qui permet de compresser et décompresser des fichiers. Ça a été créé par les gens qui ont créé le point rare, que vous avez peut-être déjà vu. C'est comme le zip, c'est comme tout ça, mais un autre format d'archive. Et le WinRAR est tellement iconique parce que c'est un logiciel qu'on a tous eu sur nos ordinateurs, peut-être pas forcément chez nous, mais au lycée, au taf, peu importe. Et c'est un logiciel qui est gratuit, ou en tout cas quasi gratuit. Bref, il y a tout ça un petit lore autour parce que les gens ne payent pas la licence. Et je me suis dit, ça peut faire un bête de sujet pour Tern, parlons-en. Et c'était excellent au niveau des résultats, mais aussi tous les apprentissages qu'on en a eu, parce qu'on a dû négocier un contrat, parce qu'on a dû faire une prod vidéo, on a rencontré plein de gens pour mettre ça en place. Beaucoup d'apprentissage. Et ce projet-là, en fait, à lui tout seul, il illustre beaucoup. C'est comme un bon truc. C'est comme une bonne expérience qui compresse tout ce qu'on a vécu en 8 ans sur EV. Au tout début, j'ai lancé EV parce que j'étais tout seul. Je voulais arrêter de parler avec les gens avec qui j'étais au lycée. Ma vie, elle puait la merde. J'ai déjà dit plein de fois cette histoire, mais je vous jure, c'est vrai. Ça allait pas bien. J'étais malheureux, j'étais triste, j'étais malade, en fait. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai compris que si je voulais arrêter d'être malade, ok, les médicaments, peut-être ça peut aider, les traitements, les suivis, mais il faut aussi que je travaille sur moi. Et pour ça, il fallait que je fasse un truc de ma vie, que je retrouve du sens. Si j'ai commencé à AV, c'est vraiment parce que j'avais plus aucun sens et goût à la vie. Il s'est passé un truc qui fait que j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, je ne sers plus à rien, je ne vaux plus rien. Et je m'étais trompé, je pense que je m'étais vraiment trompé, mais à ce moment-là, j'étais un peu dans ma bêtise et je pensais que c'était vrai. Et le temps m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse un truc. Du coup, j'ai cherché à lancer un projet, mais un peu genre, je veux lancer un projet. Pas forcément une marque de vêtements, pas forcément ceci, cela. Je voulais lancer un projet qui me permettait de faire des trucs. Je rencontre du coup du monde, parce que je veux changer d'entourage. Pour le moment, mon entourage à l'époque m'aidait pas à faire ça. Du coup, qu'est-ce que je fais pour rencontrer du monde? Je tape sur Instagram, je filtre localisation Orléans, qui est ma ville, et je tape Urbex pour trouver des gens qui font des photos ou de l'Urbex. Et je trouve 2-3 personnes avec qui je commence à parler et tout. Et ces personnes-là, en fait, me poussent vraiment au final à lancer un projet. C'est la première fois que quand je fais un truc, on me regarde pas bizarre, on me vanne pas. Au lycée, j'avais déjà fait des vidéos YouTube. Je vous jure que ça me regardait, ça me traitait, ah, le youtubeur, machin. Et époque où j'ai pas du tout confiance en moi, c'est super compliqué d'avoir ces regards-là, tu vois. Aucun mot pour me dire c'est cool ou faire des retours. Après, on n'a pas forcément la maturité qu'il faut à cet âge-là, mais voilà, c'était chiant le lycée. Et du coup, je voulais de nouvelles personnes qui soit s'en foutaient, soit allaient me pousser là-dedans. Et j'ai trouvé. Donc ça m'a permis de lancer FV, qui était vraiment une excuse pour faire des trucs, voyager, rencontrer du monde. Forever Vacation, à la base, c'est sincèrement ça. Le premier t-shirt, c'est un t-shirt avec une broderie dessus où il y a écrit Find what you love and let it kill you. C'est vraiment un t-shirt brodé sur une base vierge. J'étais pas là pour faire de la mode, j'étais là pour parler de ma vie et documenter ce que je fais. Ce que j'ai fait au final pendant pas mal d'années sur FV, où je me suis fait kiffer, j'ai appris plein de trucs, à imprimer des vêtements, à communiquer, à travailler avec des gens, à rendre un projet sérieux un peu. Et puis quand c'était le moment, j'ai lancé une vraie marque de vêtements qui est Tern, quoi. En gros, c'est un peu le résumé de tout ça. Mais c'est magique. Et du coup, pour l'anniversaire, j'ai voulu refaire chaque année, on fait un peu un t-shirt d'anniversaire ou un truc pour l'anniversaire.
surtout depuis l'année dernière. On en a fait un pour les 2 ans, on en a fait pour les 5 ans, on a fait pour les 7 ans, on a fait pour du coup les 8 ans. Je vais essayer de regarder le rythme. Mais du coup, à chaque fois, là, j'essaye de mettre en place un truc où on met en avant une personne ou une chose qui nous a marqué ou appris des choses sur l'année. Et là, du coup, je me suis dit, mais qui est-ce qui a marqué cette année? Et j'ai pas réussi à sortir un nom de ma tête. L'année dernière, c'était facile, c'était Balcoculus, enfin, évidemment, tu vois. Du coup, on avait fait le shirt avec Balcoculus. Mais là, pour la 8e année, j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce qui a marqué, tu vois? Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas une personne. Mon plus gros apprentissage, c'est un peu ce truc de. J'ai beaucoup réussi à avancer sur les relations humaines. J'en ai parlé beaucoup dans les podcasts, mais c'est ce truc de comment régir et interagir avec tous les gens autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on faisait tous. Enfin, moi, tout ce que je faisais, c'était uniquement la volonté de communiquer et d'exister entre plein de gens différents. Je fais beaucoup de choses pour interagir, pour apprendre, pour communiquer. Et c'est vraiment ce maillage social qui m'intéresse. Grandir, échanger, et on fait tout pour ça, tu vois. Et en même temps, du coup, que je réfléchis un peu à qu'est-ce qu'on va faire, je pense à ça. Il y a une trend TikTok qui arrive, qui est un peu l'idée de faire un dessin de tout ton cercle d'amis, avec des traits qui les relient à chaque fois dès que les gens se connaissent. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est ça en fait. Et du coup, pour les 8 ans, on a fait ça comme t-shirt. Il y aura une vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube For Vacation dans quelques jours qui va expliquer tout ça. Mais c'était trop cool parce que même moi, il y avait ce travail de repenser à tous les gens qui m'ont aidé. Donc les premiers artistes, le premier client, les premières collabs, les personnes qui ont bossé avec nous dans la boîte, enfin tout ça a été tracé sur le t-shirt. Il y a ma famille, il y a même ma famille, le grec bon, il y a plein de choses fortes pour nous, tu vois. On n'a pas pu tout mettre en vrai, surtout qu'une fois qu'on a fait le visuel, j'ai oublié des gens, enfin forcément c'était sûr. Mais je suis assez content de comment on a réussi à retracer et capturer ça sur un t-shirt. Capturer ça sur un t-shirt. Je fais vraiment plus des vêtements pour capturer des choses et les mettre sur un t-shirt que pour faire des vêtements et de la mode. Donc c'était cool, vraiment très content. En plus, on en a vendu quelques-uns. Je pensais pas autant, enfin un peu moins d'une centaine. C'est cool, franchement c'est cool. C'est cool. Et j'aime bien régir sur rêver comme ça de manière un peu spontanée. Mais voilà. Et, et non, c'est cool parce que même ça m'a permis beaucoup de retracer ce truc-là. Dans mes notes, j'ai écrit voilà, on fait tout ça pour communiquer entre nous. Et une question, un truc que j'ai entendu, je sais plus en podcast ou en vidéo, qui me mettait face à un choix de décision qui était si tu dois prendre une décision et que tu dois réfléchir à laquelle prendre, pense à quelle serait la version de toi que tu aimerais le plus rencontrer entre les deux décisions. Et, et ça m'a beaucoup fait réagir et réfléchir par rapport à tout ce sujet-là, même en fait par rapport au sujet de la triche, qu'on viendra plus tard et tout, mais c'était vraiment. Toutes ces notions-là ont beaucoup marqué mon quotidien sur les 8 derniers mois, tu vois, le fait de pas tricher, d'échanger, de vraiment travailler sur moi, sur comment j'interagis avec les gens, parce que c'est vraiment le truc le plus important. Mon travail, il est beaucoup plus sur ça que sur les vêtements, au final, parce que je pourrais commercialiser ou monétiser par n'importe quel moyen, enfin n'importe quoi, ça serait toujours le même moyen, en fait. Au final, on en reviendrait toujours à la même chose de raconter une histoire aux gens, avoir un dialogue avec eux et construire quelque chose comme ça. Mais non, voilà. Vraiment intéressant. Et du coup, en vrai, je vais pas sur là-dessus, sur ce truc de nos maillots. Vu que la boîte grandit, il y a des gens qui rentrent. Pour l'instant, personne n'est parti, même si ça arrivera forcément un jour. Mais il faut que je réfléchisse un peu à comment je travaille sur. J'ai un peu deux missions, si vous voulez. J'ai bien sûr la mission de gérer une marque de vêtements, donc créer des vêtements, des collections, un thème, toute une aventure, et gérer une entreprise, qui sont un peu deux missions différentes. Et entre les deux, il y a quand même cette notion de manière de travailler, de philosophie de boîte, qui sont super importantes par rapport au cadre de vie, au cadre de travail, au cadre de rémunération, à tout ça. En fait, c'est pour moi, tes valeurs de ta boîte, elles se transcrivent à travers tous ces leviers-là. Genre, comment tu traites tes employés, mais comment tu les rémunères, comment tu leur communiques, tout ça. Et là, vu qu'Emilien est arrivé ces derniers mois, c'est du coup une nouvelle personne qui a rejoint, qui avait aussi une marque de vêtements qui s'appelait Sage. C'est un gars qui est très doué en fait en illustration, en dessin et tout. Il fallait lui faire comprendre un peu là où on voulait aller avec Terne, mais de manière assez simple. Et donc je lui expliquais toute une notion et c'était super intéressant de revenir dessus avec Jean pour voir un peu comment on allait lui transmettre ça. Une des valeurs qui m'est super forte, c'est le fait de pas tricher. Je pousse l'idée il faut pas tricher. Alors qu'est-ce que c'est que la triche? C'est un peu comme si tu avais une ligne de conduite personnelle, un contrat avec toi-même. Par exemple, dire que tu vas arrêter de fumer. Eh bien, si tu fumes, tu triches. Non, tu t'étais promis de pas fumer, pourquoi tu reprends une clope? Et c'est que des règles perso, c'est pas des trucs que tu imposes aux gens.
Mais il y a un jeu avec des règles du jeu. Tu vois, ton jeu, ça peut être toi-même, ça peut être ton entreprise, ça peut être je sais pas, une équipe de sport, ça peut être plein de choses. Mais à chaque fois, du coup, tu définis un peu des règles pour atteindre ce que tu veux et agrandir et avancer, je pense. Et, euh, et c'était super intéressant ce truc de triche parce que il fallait faire comprendre à Emilien comment on voulait construire Terne, quel projet de vêtements sur lequel on travaille, et quelle direction prendre quand on voulait créer un truc, quand on devait prendre une décision créative, vers laquelle des solutions se diriger. Et c'est trop cool parce que j'ai l'impression que on a vraiment réussi à super bien lui expliquer ce qu'on voulait faire de Terne, ce qu'on voulait faire des vêtements. Et là, ça va faire bientôt 2 mois. Et il a direct capté la direction. Il n'a pas encore forcément tous les process et tout. C'est normal, ça viendra avec le temps. Mais par rapport à là où on veut aller au navire, c'est bon, il est déjà dedans, quoi. Il pilote avec nous. C'est trop cool. Et c'est kiffant. Je vais continuer à prendre du monde tant qu'on peut financièrement, mais bête d'aventure. Ça prend juste un peu de temps de faire entrer les gens dans la boîte, les papiers, puis même l'intégration, trouver les bonnes personnes et tout. Mais trop intéressant. Et du coup, ce truc de triche, on l'a beaucoup par rapport à sur les produits, sur les histoires, sur les campagnes. J'en ai parlé plein de fois et je vais en reparler parce que moi j'y crois trop. Je pense que le truc le plus puissant qu'on puisse faire dans notre travail, c'est de construire des vraies histoires, des vrais produits, des vraies choses. Oui, il y a l'IA et tout qui est super simple, qui est super cool, mais le but c'est de créer des vraies histoires, des vraies choses, des vrais moments. Parce que quand tu vis, ton travail c'est du coup essentiellement la communication avec les gens. Quand tu vends du pain, quand tu es médecin, quand tu apprends des choses à l'école, quand tu travailles en vrai même une usine, je pense. Tous ces trucs-là, c'est connecté par des communications entre plein de gens, tu vois. En tout cas, dans mon regard de moi aujourd'hui. Et pour que ça se passe bien, je pense, dans ma position, il faut réussir à communiquer de la meilleure des manières. Et pour convaincre les gens, pour les emmener avec toi, quand t'es patron avec les salariés, quand t'es vendeur face à un client, dans tous ces trucs-là, quand t'es au support client et que t'as quelqu'un à aider, il faut, je trouve, avoir le discours le plus aligné, le plus droit, le plus juste. Et j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de jouer un rôle, j'ai pas envie de jouer un personnage. Du coup, je joue juste moi en essayant d'être le plus juste, le plus vrai possible. Et du coup, pour ça, il faut pas que je triche. Si mon produit est de mauvaise qualité, eh ben, je vais pas essayer de le camoufler, de mentir, de machin. Je vais juste essayer d'avoir un meilleur produit de qualité. Si je suis pas bon en anglais, sauf si ça me freine dans la communication, je vais utiliser des outils, mais je vais pas tricher. Je vais vraiment m'exposer avec vraiment ce que je suis, pour me pousser vraiment à grandir sur les trucs auxquels je dois améliorer. Et par exemple, sur ces trucs de communication, sur ces trucs de vision, vraiment amener la vraie chose. Ça m'a fait tilter parce que j'ai rencontré des gens à Orléans super cool. Et il y avait un des gars qui bossait en startup. Et donc, je sais plus précisément, mais je crois qu'il était sa boîte, sa startup, et avait des rapports avec du coup des levées de fonds, des investisseurs. Et il me demandait, mais est-ce que du coup, toi, tu as plusieurs niveaux de discours? Est-ce que tu dis des choses un peu. En gros, la question, c'est est-ce que quand je parlais à mes employés, j'avais comme un niveau de discussion interne, un niveau de discussion après moi dans ma tête tout seul, et après un niveau de discussion avec les gens, la communauté. Est-ce que je parlais de manière différente à tous ces gens-là? Est-ce que je disais des choses différentes? Et j'ai réfléchi, je me dis, mais non. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, en tout cas, on tend pour avoir la communication la plus alignée possible sur tous les fronts. Évidemment, des fois, quand on fait des projets qui doivent être un peu confidentiels ou gardés secrets, on ne vous le dit pas, mais j'essaie vraiment d'exposer tous nos points parce que je pense qu'on a tout intérêt à faire des choses vraiment justes et bonnes et les exposer. Comme ça, si c'est pas bon, les gens vont nous corriger et on va grandir ensemble. En gros, je cherche pas à cacher les choses et tout. Quand il y a des problèmes, on l'aborde avec tout le monde. Quand il y a des problèmes d'organisation, quand il y a des problèmes de confection, quand il y a des problèmes de communication, tout ça, on l'aborde et on essaie de le construire. Ce qui fait qu'on apprend beaucoup plus vite parce que quand tu mets les problèmes en commun dans l'équipe, aujourd'hui en tout cas ça marche parce qu'on est une petite équipe, et bien il y a plusieurs cerveaux qui peuvent réfléchir et amener leur avis. Évidemment après il faut quelqu'un pour trancher au-dessus, je pense, mais ça m'a vraiment permis d'apprendre. Et surtout, tu joues pas un rôle à dire un truc dans ton équipe, mais communiquer d'une manière différente au support client ou à tes clients dans la communauté parce que ça on peut pas le dire, machin, non il y a des brand lines, machin, non, on s'en fout. On est nous-mêmes et on vend nous-mêmes. Et du coup, il n'y a pas besoin de jouer un rôle. Le but, c'est d'être le plus soi-même. Genre, vraiment fitter avec qui t'es vraiment. Pour ça, il faut savoir aussi qui t'es. Donc, c'est une longue mission. Mais pour moi, c'est un des moyens les plus durables pour durer pendant 10-15 ans. Là, on a fêté notre 8e anniversaire, c'est cool. Mais moi, je vais être encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans tout possible, tu vois. Et peut-être mon plus grand souhait, c'est de marquer les gens au point où même si je suis plus là à pousser mon idée elle vit toute seule. Je kifferais que Forever Action existe même quand je serai plus là. Et pour faire ça,
Et du coup, pour moi, on est obligé de mettre en place tous ces trucs-là. Cette philosophie qui permet vraiment de construire un truc, je pense, solide, genre vraiment un truc qui n'est pas juste moi, qui est le plus juste, qui est le plus durable, qui est le moins bricolé. Parce que à être sur des mensonges, tu construis un truc pas solide, pas solide, pas solide, et ça finit par te rattraper un jour ou l'autre. Ça se pète la gueule, ou les gens n'y croient pas, ou tu crées pas un engagement suffisamment fort avec les gens autour de toi. Enfin, ça couillera toujours à un moment. Déjà que ça couille quand tu fais les choses bien, alors quand tu les fais encore moins bien, il y a encore plus de risques. Et je peux même faire le parallèle pour moi un peu, je l'avais noté avec... alors bon, take, à prendre ou à laisser, mais par rapport au drama, quand quelqu'un se fait cancel. En gros... Attends, je vais d'abord revenir sur mon truc. En gros, pour moi, la communication, quand je fais la communication d'un produit, quand je fais des vidéos YouTube pour que les gens nous connaissent ou machin chose, je pense que mon but, au final, en fait, c'est juste créer le maximum de conversations possibles. J'ai pas envie que tout le monde me voit, mais j'ai envie de créer le plus de conversations possible avec plein de gens. Quand je dis conversation, c'est pas forcément dans le sens littéral de discuter avec les gens en one-to-one, mais c'est mon contenu, il va échanger avec eux, ils vont réfléchir, peut-être même qu'ils vont réagir, peut-être qu'ils même ils vont commenter, mais pour moi c'est ça une conversation, c'est commencer à échanger avec les gens. Parce que en créant du contenu, ça permet de démultiplier, là moi je parle, si je parlais face à un humain, très cool, on a une discussion qui est sur mesure, qui est un à un, elle peut être très intense, on va s'en rappeler. Mais avec un podcast, je peux aussi le faire. Forcément, ce sera moins personnel, moins personnalisé, ça vous touchera peut-être moins, mais au moins, je peux m'adresser peut-être à 100, peut-être voire 1000, peut-être voire plusieurs milliers de personnes. Et du coup, là, je lance plein de conversations en même temps. Et ce qu'il y a de fou avec Internet, ce que les gens oublient beaucoup trop, c'est que en face de ces vues, de ces chiffres qui sont un peu absurdes, même si c'est 30 personnes, dans ces 30 personnes, tu vas avoir un panel de gens tellement différents. Des gens de ton âge, des gens plus vieux, des gens plus jeunes, des gens plus qualifiés, moins qualifiés, des gens d'autres cultures, d'autres langues. Et ça te permet de débloquer des trucs de fou malade. Sur les 18 derniers mois, on a eu plein d'opportunités, de connexions, de liens qui se sont créés grâce au contenu. Vous ne savez pas à quel point qui regarde vos vidéos. Les créateurs de contenu que vous aimez, ils regardent aussi vos vidéos. c'est réel. Les gens qui ont des marques de vêtements regardent aussi les vêtements des autres. Genre, on regarde tout ce que tout le monde fait. Et plus je fais de vidéos, plus je m'expose, plus je partage ma vision, plus je rends probable le fait de pouvoir échanger et communiquer avec ces gens-là, parce qu'au final, c'est comme si j'engageais la conversation en sortant des vidéos. C'est comme si je parlais avec eux. Ça serait beaucoup plus facile pour eux d'aller me solliciter et après de créer des projets et des opportunités. Et je le voyais un peu en repensant à tous les gens autour de moi dans ma fresque. Moi, je suis quelqu'un de très introverti. Pour le t-shirt des 8 ans, on voit tout l'entourage qu'il y a sur le t-shirt, connecté à FV, connecté entre eux. Et la plupart de ces gens-là, le lien s'est créé parce que un jour ou l'autre, ils sont tombés sur une de mes vidéos, un de mes podcasts, ou une discussion dans la vraie vie. À chaque fois, c'est un échange qui a été sollicité. Et vu que ma présence physique, elle est limitée par mon corps physique, et que je veux être partout, si je veux créer le plus de choses possible, pour moi, le contenu est la meilleure passerelle pour engager le plus de conversations. Ça va permettre de trouver du taf, ça permettre de trouver des clients, ça permettre de trouver des gens avec qui travailler dans mon équipe, ça me permet de créer des trucs de fou, des collaborations avec des artistes, des projets, tout et n'importe quoi. Surtout parce que j'ai le même discours. Genre ça, ce podcast que je vais vous écouter, probablement que les gens de mon équipe vont l'écouter, probablement que des clients à Tern ou EV l'écoutent, probablement que mes parents vont l'écouter, et à chaque fois ça me dérange pas parce que on a le même niveau de dialogue. Je cache pas d'informations à X ou Y, tout le monde peut savoir ce que je pense et je le partage. Ce qui fait que du coup, j'ai une conversation commune avec tout le monde. Et le but du coup, quand je communique, c'est d'avoir des conversations. Pour moi, pourquoi une conversation? Pourquoi le mot est important pour moi? Parce que il y a cette idée que les gens ils sont engagés dans l'échange. Genre, si le sujet les intéresse, ils vont vraiment y réfléchir, y penser et tout. Et là, du coup, on l'aborde un peu en mode podcast, philosophie de PMU, là. Mais c'est aussi ça pour vendre un produit. Quand je raconte l'histoire de WinRAR, si j'engage une conversation avec vous, en mode c'était pas cool WinRAR? Les gens, ils s'en foutent. Et ceux qui sont en mode ouais, c'était cool. Mais ils vont, dans leur tête, créer un peu comme une conversation qui va parler de WinRAR, Tern et tout. Et potentiellement, si les produits leur plaisent, peut-être qu'ils vont acheter. C'est comme ça que je vois le truc. En tout cas, je pense que c'est une bonne manière de visualiser cette idée de communauté, de tout ça, quoi. Et voilà. Et du coup, le parallèle, du coup, un peu la take à prendre ou à laisser, pour moi, les dramas, les gens qui se font cancel, pour de l'humour, je parle pas des pointeurs ou des gens qui font des choses horribles, là, même si l'humour peut être problématique des fois, souvent par rapport à l'humour ou des actions, par rapport à des prises de position, en général, par exemple, genre en mode, il y a des gens qui vont faire de l'humour noir sur YouTube, ça a totalement passé, alors que d'autres vont faire les mêmes blagues, ça passera pas. Pourquoi? Parce que dans la conversation qu'ils ont avec leur audience,
ils les ont habitués un peu à une tonalité, un ton. Et des fois, il y a comme une rupture qui se fait parce que c'est bizarre là, parce qu'ils sont pas habitués à la même chose. Et soit parce qu'ils jouaient un personnage et qu'ils se filtraient, ils disaient pas tout, soit parce que c'était pas assez à jour. Enfin, en gros, pour moi, souvent, en tout cas en partie, peut-être pas systématiquement à chaque fois, s'il y a des dramas ou des ruptures qui se font un peu dans ces communautés-là, c'est essentiellement parce que les gens qui ont proposé le contenu n'étaient pas eux-mêmes. Et du coup, quand ils se sont fait rattraper par eux-mêmes en étant un peu trop spontanés en live, en disant une bêtise, en laissant penser des idées que les gens n'imaginaient pas d'eux, c'est juste qu'en fait, ils n'étaient pas assez alignés dans la vraie vie avec la version publiée en ligne. Ils jouaient un peu un rôle, si vous voulez. Et du coup, il y a un peu ce truc de la discussion va être rompue parce que elle n'était pas alignée à la base. Bref, peut-être je m'en mêle, mais je pensais à ça. Et du coup, si t'es pas problématique et que t'as rien à te reprocher, à mes yeux, en tout cas pour moi, ce que je vais faire pour moi, et c'est pas forcément un conseil, la meilleure chose à faire est de s'exposer le plus possible. En tout cas, dans mon activité à moi, machin. Parce que plus je vais parler avec les gens, plus ils vont savoir qui je suis, moins ils seront étonnés par mes futures décisions. En tout cas, si vous suivez mes vidéos et tout, vous captez un peu plus qui je suis, ce que je pense, et du coup, naturellement, peut-être je vais pouvoir vous apprendre des trucs ou vous surprendre des fois, mais vous captez en général que je suis pas j'espère un mec chelou, genre normalement c'est assez clair. Et pourquoi? Parce que je m'expose beaucoup et du coup les gens ont une conversation assez longue de fait avec moi, surtout dans les podcasts, surtout dans les vidéos YouTube. Ils arrivent un peu plus à me cerner, quoi. Et c'est la meilleure chose, parce qu'une fois que je partage tout ça, les gens ils sont beaucoup plus OP et aptes à venir vers moi, me parler, échanger, discuter, créer des projets. Voilà. Et ça, c'est cool, parce que ça permet de créer plein de choses après. Par exemple, quand tu recrutes des gens dans ton équipe, que ce soit du coup en fait tous les mecs du local, c'est des gens qui soit eux regardaient mes vidéos, soit des potes à eux regardaient mes vidéos. Du coup, il y avait un a priori de confiance qui était déjà là. Et c'est tellement plus facile de travailler comme ça. Voilà. Et ça marche bien. Pour l'instant, ça marche bien. Et ça me permet de créer des vraies relations fortes et des guerriers qui vont m'aider à construire des projets de fou. Je suis assez confiant pour ça, en tout cas, par la suite. Ça va être marrant. Voilà. Voilà ma réflexion. Peut-être je m'éloigne un peu. Ouais, peut-être. Mais et aussi, en mode, ça, je l'ai écrit à la fin, mais je ne saurais pas comment l'aborder. Mais un peu comme si chaque nouveau projet était une nouvelle discussion. Des fois je vous parle d'FV, ça c'est une discussion, des fois je vous parle de termes. Mais des fois sur termes, peut-être qu'on aura un jour envie d'aborder le jeu vidéo, la musique, ce sera une autre discussion. Et peut-être qu'elle va pas toucher tout le monde. Peut-être que toi qui écoutes ça, t'es vachement intéressé pour écouter moi qui blablate chez moi. Peut-être on a un peu plus rien à foutre de la discussion sur la musique. Peut-être tu vas pas y prendre part, mais il faut qu'elle existe pour les gens qui s'intéressent. Et c'est là qu'est un peu toute la magie, je trouve, de beaucoup s'exposer, parce que si on vit dans un monde où l'algorithme sur les réseaux sociaux est parfait, en théorie, si je crée du contenu, il doit être, c'est la théorie, si un monde est parfait, livré exactement aux personnes que ça intéresse. En mode, si je parle de musique, en théorie, ça devrait être montré que aux gens qui me suivent pour la musique. Dans les faits, on n'y est pas encore, les algos sont encore à bosser, à améliorer, mais dans la version un peu ultime, normalement, le contenu trouve son audience. Et ça, c'est totalement du coup aligné avec ce que j'imagine, tu vois. Dans ma mission un peu d'être future-proof, de pouvoir tenir dans le temps, il faut que je trouve des manières en fait d'exister et de communiquer dans les têtes des gens au-delà d'Instagram, au-delà de Twitter. Parce que quand j'ai commencé il y a 8 ans, il n'y avait pas le format Reels, il n'y avait pas le format vertical, il n'y avait pas TikTok. Pour autant, je suis encore là, j'ai la chance. Si je veux pouvoir tenir au-delà des plateformes, parce que dans 15 ans, 20 ans, surprise, ça sera probablement pas Instagram la plateforme numéro 1, ni TikTok, ça sera un truc qu'on connaît même pas encore. Sauf que comment je peux prévoir ça dès maintenant, en me basant pas à essayer de construire des putains de posts Instagram, des putains de vidéos YouTube. Mon but, moi, c'est pas créer ça, c'est créer des moments que je vais aller ensuite, bien sûr, distribuer en format. Quand je... En fait, juste le truc, c'est d'être sincèrement intéressant, pas tricher. En tout cas, intéressant par rapport à un panel de gens. Quand je fais une collaboration avec WinRAR, oui, évidemment, je fais un sac, je fais une veste, je fais des vidéos YouTube, mais ce que je fais surtout, c'est que je crée une collection de vêtements avec WinRAR. Je déterre WinRAR, je les amène avec moi et on crée une collection de vêtements. Ça, c'est le moment concret. Moment concret qui nous permet du coup de faire une collection complète, un sac,
qui va me permettre aussi après quoi de faire du contenu, donc des petits posts Instagram, des blagues, etc. Mais aussi une vidéo YouTube qui va raconter l'histoire, des podcasts, qui va me permettre aussi du coup de faire vivre la boîte. Tout ça, c'est les effets du moment qu'on a créé. Et pour moi, du coup, le but un peu de ma mission dans mon travail, à chaque fois qu'il y a une idée, un projet, c'est un peu identifier le noyau. Quel est l'élément principal que si j'atteins et je touche, va me permettre de tout toucher, améliorer, faire avancer. Donc c'est trouver l'idée qui va faire animer toute la boîte. Et en organisant un peu les choses comme ça, on a vraiment vu des résultats de fou sur WinRAR, sur la chaîne YouTube, sur tout, quoi. Sur aussi comment les gens dans la boîte ils sont par rapport au projet. Et voilà, à chaque fois, essayer de trouver le noyau, la chose unique qui permet de tout débloquer. Et en pensant comme ça, ça me permet d'avoir vraiment un truc future-proof. Parce que créer une collection de vêtements avec WinRAR, ça parlera à des gens au-delà d'Instagram, au-delà de Twitter. Bien même que ça me permet que des gens eux-mêmes créent du contenu sur ça. En gros, si ton idée est bonne et que le noyau est bien fait et défini, et bien quand je te raconte l'histoire, ça marche aussi bien au journal, à la télé, en face à face quand on en discute, dans un podcast, à la radio. On n'est pas forcément contraint par de l'image, par de la vidéo, par du son. Toutes les manières sont bonnes pour créer cette conversation, cette discussion avec les gens, qui va leur procurer du coup ce moment, cette émotion, à laquelle ils vont adhérer ou non en fait. Et après forcément tu monétises en vendant des vêtements, en vendant des places de concert, de la musique, peu importe. Mais c'est vraiment comme ça que je pense que je vais réussir à durer sur le temps. C'est ma stratégie un peu... ok, on a vécu 8 ans, comment on fait pour leur vivre encore 10 fois ça, quoi. Et je pense que ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Parce que, truc tout bête, si tu... Par exemple, imagine, TikTok est arrivé. Sauf qu'avant ça, t'as sorti 3-4 collections, mais t'as fait que des photos Instagram. Merde. C'est nul. Alors que si t'avais créé ce moment, par exemple, en mode... T'avais créé un truc tellement cool qui te faisait juste de reprendre tes rushs vidéo, tes trucs, et les réexploiter sur un nouveau format, ça marcherait, en fait. Mon idée est un peu fouillie, mais en gros, je pense beaucoup à ça. Comment faire... et parce que c'est aussi un super moyen pour moi de court-circuiter des grosses boîtes qui n'ont pas les moyens de penser à ça ou qui n'ont pas l'agilité pour le faire. Et je pense que c'est là où mon terrain de jeu, il est un peu. Bon, on verra. Mais je crois un peu à ça. Mais voilà. Et du coup, ça revient à ce truc de être sincèrement intéressant, faire sincèrement des trucs, parce que c'est aussi la version de moi que j'ai envie le plus de rencontrer. J'ai pas envie de rencontrer le Maxime qui fait des shootings sur un fond d'écran Windows mais qui est sur un fond vert en fait ou qui est avec de l'IA. Je m'en fous de ce Maxime là. Moi je veux le mec qui a réussi à trouver le lieu en faisant de l'OSINT comme un porc avec tous ses gars pendant une demi-journée pour trouver l'adresse précise au fin fond d'un champ dans un autre pays. C'est ce Maxime là que j'ai envie de rencontrer. Et c'est ça qui permet de créer des histoires sincèrement intéressantes qui vont vraiment marquer les gens, qui va du coup vraiment lancer les conversations, qui va vraiment permettre de vendre des vêtements. Et voilà un peu ma recette. Hein. En vrai, si un jour je devais conseiller un truc à des gens, mais c'est ça en fait, c'est ce que je dis dans ce putain de podcast. Après forcément, il faut l'adapter à son activité et tout, mais il n'y a pas un truc auquel je crois plus que ça. Et du coup, pas tricher, c'est ça. C'est vraiment faire les trucs les plus durables possibles, les plus vrais possibles. Et à chaque projet, je capte des nouveaux leviers où je peux rendre le truc encore plus réel et encore plus me rapprocher du noyau possible. Pour retrouver encore plus l'élément qui va me permettre de tout rendre facile. Et ça aide beaucoup, ça aide vraiment beaucoup. On a sorti pas mal de vidéos YouTube sur la chaîne YouTube Forever Vacation. Si vous le savez pas, du coup, j'ai commencé il y a 8 ans FV, et en même temps, je faisais des petites vidéos YouTube sur ma chaîne perso, Flub, où je fais quelques fois des vidéos, mais le but c'était surtout documenter un peu les prémices des V et tout. Et il y a 1 an et quelques mois, je suis en mode putain, mais c'était tellement bien YouTube, go reprendre. Du coup, j'ai pris Mathis, Yuzu, à plein temps. Putain, mais du coup, quand j'ai fait le podcast le dernier, Mathis, ça faisait que 2 mois qu'il était là. Là, ça fait 1 an. Ça fait 1 an et 2. Mais c'est énorme. Et qu'il est là. Et depuis, du coup, on a redéveloppé une toute nouvelle chaîne YouTube. Et on a développé des nouveaux formats. J'ai appris à Mathis à faire des vidéos. On a aussi créé un peu cette idée de comment on allait faire pour être meilleur après chaque vidéo. L'idée de faire vite. Mathis, au bout de 3 jours, il a fait une vidéo YouTube. Hein. On n'a pas attendu 6 mois pour qu'il sorte sa première vidéo et qu'il fasse un documentaire. Non, on a fait une première vidéo et elle était nulle. Aujourd'hui, on pourra dire qu'elle était nulle. Mais ça nous a permis de vite, qui touche au fait de cadrer, monter, mixer, tout. Comme ça, on a vite itéré. Et là, en 1 an, de sortir, je sais pas, 20-30 vidéos qui sont géniales en vrai. Genre,
tellement de moments de ma vie qui sont capturés. Et en plus de ça, ce qui est trop cool, c'est que grâce aux vidéos YouTube, bah, on filme beaucoup de choses avec bah, nos caméras, celle-ci, l'autre. Et on stocke tout dans un putain de serveur maintenant. Et là, il y a peut-être genre 1% de ma vie, enfin même un peu plus, si je meurs à, je sais pas, disons 80, 90 ans ou un peu avant, peu importe, bah, il y aura une grosse partie de ma vie qui sera filmée et capturée. De mes réflexions, de mes moments de stress, de mes moments de joie, de mes relations avec mes potes, mes amis et tout. Tout ça est capturé par Mathis. Et ça c'est fou. Genre c'est fou. Et ça nous permet aussi de construire un asset de fou parce que bah, le nombre de gens qui regardent les vidéos YouTube qui ont le pouvoir de faire changer la direction du projet, c'est zinzin. Genre c'est zinzin. C'est le meilleur asset qu'on construit. Alors clairement on n'est pas rentable aujourd'hui. Si on regarde juste la monétisation ou les ventes créées par les vidéos, on n'est pas rentable. On fait, je sais pas, entre 5 et 6 000 vues par vidéo, c'est rien. Mais c'est des gens où la conversation elle est tellement deep et intense que ces gens-là ils ont envie de nous aider coûte que coûte. Et je pense que dans le podcast c'est pareil. Genre si un jour j'ai un problème et je sais à qui m'adresser, je sais que c'est vous qui êtes là, probablement qu'une bonne partie d'entre vous serait prêt à m'aider pour, je sais pas, faire un truc, tu vois. Je sais que, même tout bête, mais des fois on se prend des avis négatifs sur Trustpilot, et ça me saoule parce qu'on ne demande pas, nous, à nos clients de le faire. Bah, du coup, je sais que je peux solliciter, des fois, dans les vidéos YouTube, je peux rappeler à nos clients de le faire, ou dans le Discord, c'est pareil. Et parce que la conversion est engagée depuis longtemps. Mais ouais, non, c'est un peu magique. On peut revenir un peu sur WinRAR, hein, mais WinRAR était super intéressant parce que bah, on a testé plein de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a été des pirates quand même sur WinRAR, parce qu'on a quand même, faut quand même se dire que sur WinRAR, on avait commandé la production de vêtements en sachant que peut-être qu'on pourrait pas les vendre parce que on a commandé la production de vêtements avant même que WinRAR valide et signe le contrat. Dites-vous que le contrat final, avec toutes les clauses, il était signé 2 jours avant le drop, ou peut-être 3 jours avant le drop. Avant ça, on était encore un peu dans le flou de comment ça allait se passer. Au final, je pense pas que c'était une bêtise ou que ça a pas payé. Au contraire, ça s'est super bien passé. On a vendu mais des milliers de vêtements en fait avec du recul. Du coup, on a fait un drop en stock, mélangé à une préco parce que ça a super bien marché. Et ensuite, on a refait une préco. Plus récemment, là, on fait février. Le 4 février. Non, je sais plus. Et putain, mais on a vendu de zinzin. Le mois dernier de février était le mois où on a le plus vendu ever sur Tern, alors qu'on n'a pas fait un putain de post Instagram. Genre, c'est tellement absurde. Juste parce que tout était tellement... c'est bien passé, quoi. Genre, la com, surtout qu'on est vraiment présent sur Twitter. Et WinRAR était tellement fort parce qu'on a créé des produits, on a créé un moment mais génial avec les gens. On a produit une vidéo YouTube, une prod, donc c'est trop intéressant de voir comment ça se passait. Truc que j'ai grave envie de refaire cette année. Produire un peu comme des spots pubs si vous voulez. Ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, mais je pense que c'est intéressant pour le moment qu'on vit avec les équipes et ce qu'on crée, et aussi ce que ça laisse transparaître comme image, comme moment avec les gens qui vont consulter ça, quoi. Et j'ai rencontré plein de gens sur ce truc, c'était vraiment génial. Et même pour l'équipe, c'était cool de le faire. On a vendu aussi pour la première fois à l'international. Et ça, si vous écoutez les podcasts, c'est vraiment... Il y a peu de choses qui m'animent dans ce que je fais aujourd'hui. Je sais que Tern va marcher, je sais qu'on va tout arracher. Il y a très peu de questions que je me pose en mode est-ce qu'on va réussir à faire ça. Une des seules questions qui me restait, c'était est-ce qu'on allait réussir à tout péter à l'international. Et en 2 ans, Tern l'a fait. Et quand je dis ça, c'est qu'on a fait des milliers de ventes aux États-Unis, mais partout, en fait même partout dans le monde. On a même vendu à Taïwan, on a vendu au Japon, on a vendu en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Allemagne, en Norvège, en Suède. On a vendu... Attends, mais c'est... On a vendu en... Enfin, en Alaska, wesh. On a vendu dans des pays de fous, genre. Et tout ça parce qu'on a réussi à créer un moment super universel avec des émotions globales, quoi. Dites-vous, par exemple, on peut pas expédier en Russie à cause du conflit. Forcément, en Russie, la plupart des transporteurs de colis ne veulent pas assurer les colis, la livraison. Soit par raison de boycott, soit parce que c'est risqué à leurs yeux, ils ne veulent pas le faire. Et du coup, il y a beaucoup de clients russes qui voulaient acheter la collection WinRAR. Sauf que nous, on ne peut pas leur proposer à la vente. Du coup, il y a des gens qui se sont organisés pour acheter des lots. On a accepté des commandes de lots qui ont été pris en charge par des transporteurs qui ont amené ça, je ne sais pas comment, en Russie. Il y a des mecs qui prenaient des sacoches par 10 sur notre boutique pour ensuite les revendre en Russie. Et ça, c'est zinzin. C'est trop fort. Pourquoi ? Parce que pour moi, dès le noyau, le centre du projet, tout était bon. Et du coup, tout ce qui en découle est susceptible de marcher et bien répondre. Voilà, c'est un peu ma leçon avec ça. Mais c'est fou. Sur le dernier restock, on a
Notre premier pays, c'est les États-Unis. Et ensuite, forcément, c'est la France. Mais genre, les États-Unis, c'était peut-être le double, voire le triple de la France. Et c'est tellement génial. C'est trop cool. C'est trop cool. Moi, j'ai hâte. Genre, et putain, on a une amie de Félix à New York qui s'appelle. Enfin bref, on s'en fout comment elle s'appelle. Je pense pas qu'elle veut dire qu'on dise son nom. Elle m'envoie un message l'autre jour en mode putain, j'ai croisé un pull à Central Park. Et genre, c'est fou. J'ai hâte, moi, un jour, de me balader en dehors d'un pays francophone et de croiser Terne, quoi. Le message est tellement plus loin que juste mon aventure perso de Maxime, de Flub sur Internet, on s'en fout. Genre, là, c'est ce qu'on crée ensemble. Ok, c'est ma marque, machin et tout, mais c'est vraiment le projet qu'on construit à plusieurs, où chacun interprète un peu ses kiffs et tout. On arrive à toucher tout le monde entier, et on s'en fout que c'est Flub, genre. Terne pourra vivre sans moi, c'est trop, trop cool. C'est trop cool, ça me régale. Bref, trop bien. Financièrement, pour la boîte, c'est top, ça se passe bien. Je suis content de comment tout se régit. Même au niveau des équipes, j'ai pu augmenter tout le monde, filer une prime à la fin de l'année. Tout est cool. Genre, tout est vraiment cool. En tout cas, de mon ressenti extérieur. Leur ressenti, c'est à eux de l'exprimer si. Enfin, ils vont pas tweeter ça, mais non, ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent leur vie et même, c'est assez logique et on s'en fout, quoi. Mais je suis content. C'était important pour moi et tout se passe bien, quoi. Parce que. Je trouve qu'on est assez. Vu que c'est une petite équipe, j'arrive à prendre le temps avec tout le monde de discuter, échanger. Genre, vraiment, dans mon taf, il y a. Je culpabilisais beaucoup pour ça, parce que pour moi, mon taf à l'époque, c'était vraiment faire des TikTok et tout, mais c'est pas que ça. C'est aussi beaucoup passer du temps avec les équipes, comprendre du coup là où elles vont créativement, mais là où comment elles se sentent, qu'est-ce qui les anime et tout. Et c'est compliqué de les faire sentir aussi bien au point qu'elles vont facilement aborder les problèmes qu'elles ont. Genre. Et vu qu'il y a un peu cette relation quand même forcément de salarié-patron, il y a ce truc des fois les gens ont peur d'être exposés tes failles à toi, ou les failles des autres, ou les problèmes qu'elles veulent relever, par peur qu'elles se sentent pas, que tu les trouves pas légitimes à aborder ces points-là. Et ça dans le travail, ou même dans leur mission. Emilien, au bout de 2 semaines, il arrive, il a critiqué le logo de Terne en disant qu'il l'aimait pas et pourquoi. Et, et je trouve ça trop cool qu'ils se sentent à l'aise de le faire. Parce que moi, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin qu'on aille vite. Que s'il y a un problème, on le soulève. On voit un peu ce qu'on en fait. Et on tire des conclusions. Et son point, il était censé, quoi. Et c'est trop cool qu'ils se sentent à l'aise de développer des points comme ça. En tout cas, c'est super important pour moi. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va grandir et pas se faire dépasser, quoi. Pas par des gens, mais par l'actualité et par les conversations, quoi. Mais ouais, non. Trop cool. Je pense que du coup, dès que je peux, là, on va continuer de grandir. En gros, pour moi, là, la suite sur Terne, il faut qu'on sorte plus de vêtements. Un truc qu'on a fait là, qui a tout changé, c'était de définir encore plus précisément quelle était notre cible. Ça fait très truc de discours de market, école de commerce, machin. Ok, très bien. Pendant des années, je voulais pas faire ça. J'étais en mode, mais je sais et tout. Là, on l'a fait. Ça a tout changé. Maintenant, je sais à qui je vends et à qui je m'adresse. Quand je crée un truc, je sais en fait qui est-ce qui va regarder le tweet. Du coup, pourquoi pas essayer de penser à des vêtements qui vont toucher ces gens-là, qui vont les faire réagir. Je dis pas forcément qu'ils vont aimer, mais au moins qu'on parle la même langue. Je vais pas sortir des collections et parler que en allemand si mon public est majoritairement anglophone. Enfin, ça n'a aucun sens. Faut que je m'adapte à mon public. Et du coup, la même chose sur le produit, quoi. Et sur les histoires qu'on raconte et sur les conversations qu'on a. Et depuis qu'on a fait ça, on s'est amusé avec l'équipe de reprendre tout le catalogue des produits sortis et du coup de regarder les résultats. Et à chaque fois, tout est logique. Bah oui, évidemment que tel produit ne marche pas. C'est pas du tout ce que porte notre client. En vrai, nos clients, ils veulent pas ça, ils veulent ça. Et ça, il y a d'Avril et Max, son associé, qui sont venus chez nous pendant 3-4 jours, il y a 1 ou 2 semaines. On a beaucoup parlé, ce sont vraiment en vrai des humains. J'ai trop de chance en or, genre ils m'ont débloqué les vrais trucs, ça m'a vraiment aidé. Et c'est un des trucs enfin, c'est un des éléments, j'en ai pris pas mal, mais celui-ci, on l'a directement appliqué, de mieux comprendre à qui on s'adressait. Et évidemment que la veste en jean, là, avec le gros logo, bah, c'est pas trop ce que portent les gens à qui on s'adresse, quoi. Par contre, WinRAR, c'est sûr que c'est dans le mille. Et du coup, en ayant compris ça, là, avec Jean, Emilien et un peu moi, dès que j'ai du temps, on essaye de mettre en place, du coup, l'été, mais aussi, du coup, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, en collection. Et je pense que, du coup, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Mais ouais, non, c'est kiffant. On a beaucoup de chance dans ce milieu de marque textile en France parce que bah, les gens s'entraident en fait. Et ils sont ouverts à la discussion. Ou alors peut-être c'est juste nous parce que
Les gens nous aiment bien, je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Beaucoup de chance. Je voulais revenir un peu sur la campagne de Terne parce que du coup, beaucoup d'apprentissage. Et même, c'est l'occasion de flex un peu. Sur Twitter, putain, on s'est fait dépasser. Mais on s'est fait dépasser il y a 3 jours. Mais en gros, on a fait pas mal de communication, donc on a posté nos tweets et tout. Il marchait un peu, plusieurs centaines, voire quelques milliers de likes. Puis on a fait un tweet, la sacoche. Quand on a posté la sacoche, on a fait 20 millions de vues sur Twitter, genre 24 heures. Et je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 20 millions de vues, je sais pas, 200 000, 220 000 likes. C'est quelque chose qui n'arrive pas, quoi. Je sais même pas si Apple font ces statistiques-là quand ils sortent un nouvel iPhone, quoi. Peut-être qu'ils les font, tu vois, peut-être qu'ils font le double. Mais frère, c'est Apple. Laisse-nous, tu vois. On est 5 gugus à essayer de se faire des collections avec des refs. Genre, c'est fou d'avoir réussi à avoir touché autant de gens. Et ce qui est magique, c'est que ça l'a pas fait qu'une fois. On a fait plusieurs millions de likes cumulés. Genre, il y a eu 2-3 tweets à 200 000 likes, il y en a eu un autre à 300 000, et on en a refait plusieurs à 50, 100 000. Mais genre, c'est assez fou. Et dès que un mec postait sa sacoche, bah, ça faisait assez facilement des stats, quoi. Et c'est là où vraiment t'as un produit en or entre les mains, quoi. Il y a vraiment un truc de fou. Du coup, quand on a fait la deuxième préco, on était quasiment au seuil maximum de quantité qu'on pouvait vendre. Il nous restait genre quelques centaines de produits. On a décidé de racheter full sacoche en bonus, jusqu'à la limite autorisée par le contrat qu'on a de vente. Et, et donc on a lancé ça. Et dites-vous que la préco et la fabrication n'est toujours pas terminée, qu'on a déjà vendu la moitié de ces sacs. On fait plusieurs milliers d'euros de vente de sacs par jour. Là, c'est magique. On a trop de chance. On a vraiment trop de chance. Alors, j'aimerais bien que ce soit que du bénéf. Winrar, ils prennent une grosse commission. C'est pour ça d'ailleurs même probablement qu'on va arrêter la collab après ça parce que ils veulent augmenter et j'ai pas forcément envie d'augmenter de mon côté. Enfin mais c'est cool parce que là on arrive à avoir des produits qui tournent qui nous permettent de garantir un peu le fonds de roulement et du coup d'avoir des plus sereinement la suite et le développement de toutes nos idées un peu folles. Il faut vraiment que cette année on fasse un pop-up. Ça serait bien qu'à la rentrée ou un peu avant les fêtes on fasse un truc en physique. Le truc c'est que j'ai toujours pas encore craqué la recette du pop-up, quoi. Voilà. En perso, il s'est passé pas mal de choses. Parce que du coup, je sais pas si vous avez remarqué, je suis pas au bureau, les gars. Je suis pas chez mes parents, je suis chez moi. On est dans mon premier appart de ma vie. Je suis encore en location, j'ai pas acheté. Mais je suis dans mon magnifique canapé chez moi. Et ça me régale. C'est un truc qui a changé depuis la dernière fois. Et frère, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Je regrette pas de l'avoir fait aussi tard. J'ai eu mon premier appart à 24 ans. Mais là, c'est assez impressionnant. Parce que même, je vivais chez mon père à l'époque. Et maintenant, le temps que je passe avec mes parents, il est tellement plus quali. Genre, je choisis quand je suis avec mes parents. Et du coup, je peux vraiment leur accorder du temps, mon attention et tout. Et c'est pas du temps que je subis en étant là-bas. Et c'est 100 fois mieux. Et avoir l'appart, du coup, bah forcément, ça prend du temps parce qu'il faut s'en occuper, machin et tout. Mais putain, je suis chez moi, je suis dans ma bulle. Je peux enfin faire des grasses mat quand je veux et tout. Enfin, c'est assez magique. Alors, il n'est pas encore totalement décoré. Je sais pas si je vous montrerai tout, mais on est bien. Je suis mon petit Togo en face. Il y a encore trois autres qui arrivent là. Mais c'est cool. C'est vraiment mon petit kiff. Et je suis content aussi parce que je me suis réinstallé un bureau ici. Et j'arrive à travailler ici. Genre, j'arrive à travailler ici même des fois mieux qu'au bureau. Du coup, il faut que je vois comment j'organise mes journées. Mais probablement maintenant que, je sais pas, une fois toutes les semaines ou deux, je passerai un peu une journée en mode dans la bulle ici. Pour pas avoir à écouter les conversations du bureau. Parce que je sais que si je suis là-bas, forcément, on va me demander mon avis sur plein de choses. Et c'est très bien, je veux que les gens me demandent mon avis. Mais des fois, pour que j'avance sur des trucs un peu plus comme une machine, il faut que je sois là. Même pour que mon esprit pense à autre chose que ce qui se passe au bureau. Parce que, tout bête, mais genre là, au bureau, on est dans un bail locatif de nos bureaux, on les a pas achetés non plus. Et un bail locatif qui est sur 3 ans. Au bout de 3 ans, on doit être obligé de le renouveler et de se réengager sur une période minimum de 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Et je sais pas si on a envie de s'engager pendant 3 ans à rester ici parce qu'on va vite grandir et ça va vite être trop petit. Du coup, le truc c'est que il faut du temps où je pense à la suite. Dans les bureaux lesquels les gens vont travailler, avec qui ils vont travailler, avec quelles personnes. Et du coup, il faut du temps pour la tête à ça. Et du coup, là, par exemple, dans un peu moins je sais pas, dans 10 mois, il faut qu'on ait des nouveaux bureaux. Sauf qu'il faut que j'y pense dès maintenant pour trouver le bureau,
faire des travaux s'il y a des travaux à faire, commencer à aménager et faire la transition tranquillement. Ça va, je suis dans les temps, mais c'est des questions qui se posent dès maintenant. Voilà. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé d'autre du coup? Putain, on passe la boîte de SARL à SAS. C'est cool. J'avais pris SARL au tout début de l'activité parce que j'avais plus d'argent de côté et que la SARL permet une super flexibilité pour la rémunération du gérant, du coup moi, dans le sens où quand tu es en SARL, du coup c'est le statut vraiment société, pas micro-société. Ça, tu peux te verser en fait autant de salaire que tu veux quand tu veux. Tu peux te verser un mois à 1000 euros, l'autre mois 7000 euros et l'autre mois d'après 0. Tu peux te verser 3 salaires en un mois parce qu'en fait ce sont juste des rémunérations et c'est pas un salaire. T'es pas salarié et du coup t'as ce truc-là de flexibilité qui est super. Et en plus les cotisations et les charges coûtent moins cher que là on passe en SAS. Mais le but de l'SAS c'est du coup de me rémunérer du coup la plus grosse partie de ma rémunération sous forme de dividendes. Probablement qu'on fera remonter sur une holding pour que je puisse du coup placer cet argent maintenant que j'ai de l'argent perso sur d'autres projets, d'autres trucs quoi. Voilà. C'est aussi tout à fait à part entière de comprendre ce qui se passe par rapport à tout ça. Mais c'est cool. Même en fait pour Tom du coup, pendant un an, je pouvais pas le rémunérer financièrement en euros parce que j'avais pas d'argent à lui donner. Mais lui, il voulait m'aider sur le projet. Et du coup, je lui ai donné 2% de la boîte il y a 2 ans, 3 ans. Même, ouais, 3 ans. Je lui ai donné 2% de la boîte. Et du coup, vu qu'on était en SARL, on peut pas le verser de dividendes parce que niveau taxe, c'était débile. Là, quand on sera en SAS, il pourra enfin avoir du coup 2% des dividendes. Et forcément, ce sera 2%. Mais même pour le geste, je trouve ça trop cool qu'il touche enfin de l'argent, pas pour son travail effectué par son contrat de travail, mais de l'argent de par en fait le risque qu'il a pris quand il m'a fait confiance au début. Et je suis content qu'on puisse faire ça. Ça va me permettre aussi moi de recréer, si je veux, une micro-entreprise pour pouvoir du coup récupérer l'argent qui est bloqué sur YouTube et tout, TikTok, que je peux pas me verser parce que j'ai pas de statut pour encaisser tout ça. Mais ça va être cool. Je pense beaucoup à toutes les petites marques indé, tous les créateurs, même de vidéos et tout, qui me suivent, qui sont basés en France actuellement, parce que du coup, si j'ai bien compris, le seuil de TVA et la franchise est passé à 25 000 euros. Alors oui, c'est pas la fin du monde de perdre 20% de marge, mais c'est compliqué. Enfin, vous le savez mieux que moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, lancer une marque comme je l'ai fait moi à l'époque, ça va être vraiment bien plus compliqué parce que dès que tu vas commencer à avoir tes premiers résultats, tu vas te faire sucrer 20% de tes ventes par la TVA. Et au début, tu as vraiment besoin de cet argent pour le réinvestir et pousser ton projet. Par la suite, évidemment, c'est logique, c'est comme ça que ça marche une boîte saine. Mais j'avoue que c'est sport. Là, je ne veux pas décourager et je pense qu'il y en a qui vont quand même réussir à péter et créer des trucs magnifiques. Mais en gros, si t'as pas un gros big drop ou deux, je vois pas comment t'arrives à passer de micro-entreprise au stade d'après, quoi, sans avoir de fonds à côté. C'est force à vous tous, hein. Vous allez le faire, les gars. Mais c'est chaud, c'est chaud. Ça va être un peu plus compliqué qu'avant, quoi. Surtout que c'est du coup des nouveaux formulaires à remplir et tout. Nous, heureusement, tout s'est passé correctement, le passage de la micro à la société, mais et puis c'est passé quand j'étais prêt, disponible. Enfin, c'est cool. On a vraiment eu de la chance, contrairement à plein de gens qui n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir de faire ce passage au bon moment. Mais bref, ouais, non, c'est spé. C'est spé parce que du coup, ça veut dire faire en gros 12 000 euros. Non, 25 000 euros, c'est un peu plus de 2 000 euros de CA par mois, quoi. Et quand tu es en marque de vêtements, en gros, dès que tu as dépensé les 500-600 euros de bénéfice par mois, paf, ça veut dire que tu vas être éligible à la TVA. Et ça, c'est relou. Bref, tout ce que je vous dis là, ne le prenez pas comme une règle. Allez voir des comptables ou des experts ou autres parce que ça peut changer d'ici là. Il peut se passer des trucs. Mais d'ici juin, a priori, ça bouge quoi. C'est pas fun. Mais voilà, pas mal de changements. Tout se passe bien en vrai. J'ai beaucoup de chance. Si vous avez des questions, ça peut être intéressant. Je sais pas si on l'a déjà fait en podcast, mais là, voilà, vous avez passé un peu de temps là, à m'écouter, à suivre ces podcasts pendant des années. Ça fait 8 ans que je fais ça. Je gagne ma vie, l'équipe gagne la vie, tout se passe bien. Je suis content que ça roule financièrement. Si vous voulez un peu poser des questions par rapport au projet, par rapport à comment je vois ma vision sur tel ou tel truc, n'hésitez pas. Dans les commentaires sur YouTube, là, je vais prendre le temps de répondre, si je peux en vrai, à tous les commentaires. Je vais essayer d'accorder un maximum de temps pour répondre à tout le monde sur YouTube.
Donc posez vos questions. J'aimerais bien vous donner ce temps-là, quoi, parce que vous êtes si gentil à m'écouter dans ce podcast que j'aimerais bien vous le rendre. Et je pense que des fois, peut-être ça peut aider, quoi. Je suis personne, mais bon, si ça peut vous aider, avec plaisir. Voilà, c'était mes derniers apprentissages. 8 ans que V existe. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je partage des petits podcasts où je raconte un peu ma vie sur ce projet de marque de vêtements. Et si vous voulez suivre des vidéos un peu plus comme des vlogs ou des mini-docus de notre quotidien, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Forever Vacation. Tapez Forever Vacation sur YouTube, vous allez la trouver. Et on documente un peu tout ce qu'on fait au quotidien et on s'amuse vraiment bien. Je pense que vous allez aimer. Si vous aimez les podcasts, vous allez aimer les vidéos YouTube. Voilà, merci beaucoup pour la force et j'espère que vous avez appris quelque chose pendant ces 50 minutes, 45 minutes de podcast. Merci.